Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans notre podcast quotidien. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et j'avais envie de te parler de ce qui peut freiner lorsqu'on a envie de devenir thérapeute. Donc c'est un peu la thématique qu'on va aborder ensemble pendant toute cette semaine sous différents angles. Et aujourd'hui j'avais envie notamment de te parler des différents archétypes des personnes qui ont envie de devenir thérapeute. Pourquoi j'avais envie de faire un épisode là-dessus? Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, j'ai réfléchi beaucoup à mon parcours, à comment moi j'étais durant tout ce parcours, aux personnes que j'ai rencontrées durant aussi toutes mes formations. Et aujourd'hui, avec le Coven Initiation, j'ai la chance aussi de rencontrer et de former des sorcières à leur propre pratique, pour leur pratique personnelle, donc pas dans le cadre de devenir thérapeute, mais forcément chez certaines d'entre elles, il y a la passion de ce métier qui naît, et du coup elles ont envie d'aller plus loin, et ça me remet justement dans tout ce parcours que j'ai pu faire, et je me rends compte qu'on a plusieurs profils qui viennent généralement émerger de tout ça. Déjà, en règle générale, les personnes qui ont envie d'être thérapeutes sont soit des personnes avec un énorme syndrome de sauveur, donc disclaimer, il faut absolument travailler sur son syndrome de sauveur lorsqu'on veut être thérapeute, parce que tout simplement, quand on est thérapeute, on n'est pas tout autant un sauveur, c'est deux choses carrément différentes. Moi, comme je dis toujours à mes coachés, je suis pas là avec une baguette magique, c'est pas moi qui vais vous donner les solutions, je vais pas arriver avec une petite boîte avec toutes les solutions dans les mains. C'est finalement, moi je suis là pour allumer l'interrupteur là où il fait encore noir, pour t'accompagner à pousser les portes pour que tu ailles voir ce qui se cache derrière, mais c'est pas moi qui vais te sauver. On aura beau être la meilleure énergéticienne, la meilleure coach, la meilleure guérisseuse, la meilleure magnétiseuse, la meilleure ce que vous voulez, si la personne n'a pas envie de s'en sortir, c'est comme si vous pissez dans un violon. Totalement. Donc voilà, avant tout, c'est la personne qui doit avoir envie de s'en sortir, de se sauver finalement elle-même. Et vous êtes juste quelqu'un qui va lui donner des outils, qui va lui permettre de prendre du recul, qui va lui permettre peut-être d'avoir des réflexions, d'avoir des axes que toute seule, elle n'aurait pas pu voir parce qu'elle est dans son histoire et que vous avez un point de vue extérieur. Ça, c'est le premier point. Après, chose que je remarque aussi, c'est que généralement, les personnes qui ont envie de devenir thérapeute, c'est soit qu'elles ont énormément travaillé sur elles et que du coup, tous ces outils ont eu un impact vraiment significatif et assez intense et transformant dans leur vie, et que du coup, elles ont envie à leur tour de pouvoir accompagner des gens parce qu'elles sont tout simplement tombées amoureuses des outils, tombées amoureuses de ce qui découlait de ces thérapies et de ces outils. Soit c'est des personnes qui ont la chance d'avoir eu tous ces pouvoirs entre guillemets transmis par leur famille et qui du coup naturellement se posent pas trop de questions, et que c'est logique pour elles, un peu comme par exemple on peut se transmettre une entreprise de génération en génération, un peu quelque part où on peut se transmettre en effet finalement ce travail de thérapeute et ses pouvoirs de génération en génération. Et après on va avoir aussi des personnes qui vont travailler un minima sur eux et qui vont directement avoir cette sensation d'avoir tout compris, qu'ils ont un don, qui sont faits pour pouvoir aider les gens. Bon, là on retrouve encore vachement le syndrome du sauveur et aussi un peu l'ego spirituel. Alors ça typiquement c'est à mon sens
des profils qui peuvent être assez dangereux, je vais utiliser ce mot-là, pour les clients. Mais ça, on va pas trop parler de ça aujourd'hui. Je vous parlerai dans la semaine justement un peu des triggers et du... alors c'est pas qu'est-ce qui doit me motiver, mais les choses à faire attention et à regarder quand on cherche un thérapeute. Aujourd'hui, je voulais vraiment te parler des archétypes, et c'est vrai que du coup, tu as des personnes qui vont se former pour devenir thérapeute, des personnes qui vont se former pour ajouter un outil à leur arc qui sont déjà thérapeutes, et des personnes qui vont se former juste par curiosité, juste pour comprendre les outils et qui n'ont pas forcément envie de devenir thérapeute. Et moi, je sais que j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé justement en étant cette personne qui ne voulait pas en faire son métier, mais qui avait envie de travailler encore plus sur soi, parce qu'il faut savoir qu'en effet, quand on se forme, quand on apprend des outils, quand on veut aller plus loin dans la connaissance de soi, se former est une très bonne méthode. Pourquoi ? Parce que souvent quand on va se former dans un outil, la meilleure manière de comprendre l'outil, et aussi parce que forcément on est aussi cobaye pour ces petits copains-copines de formation, et on travaille énormément sur soi. Et moi c'est comme ça que je suis arrivée en fait à me former, c'est que après 2 ans, un peu plus, de soins intensifs, parce que j'en faisais énormément de différents outils avec différents thérapeutes, où je travaillais sur tous mes corps, mais de manière différente. Au bout d'un moment, en fait, mes thérapeutes m'ont dit, écoute Christelle, là, si tu veux aller plus loin, en fait, il faudrait te former. Parce que les semaines, si c'est sur des semaines, les week-ends, si c'est sur des week-ends, ou les mois, si c'est des cursus plus longs, sont très très intenses et vont vraiment inviter la personne à aller travailler plus en profondeur encore sur soi. Et moi, à l'époque, c'était vraiment ce que je cherchais à faire, c'est que je voulais à tout prix me comprendre, c'est que je voulais à tout prix décortiquer qui j'étais. C'est mon côté scorpion, tu vois, j'avais vraiment envie d'aller creuser la merde, de la remuer, faire remonter les choses, parce que j'adore transformer, j'adore observer ce qui se passe en moi, j'adore mettre en lumière ce qui me joue des tours, j'adore en fait tout ça. Et en fait quand on m'a dit que me former ça allait être encore plus intense sur un laps de temps très précis, je me suis dit mais vas-y j'y vais. Et donc du coup l'idée c'était vraiment en fait de faire ça pour, dans un premier temps, apprendre à me connaître. Une fois que j'ai commencé à faire ça, dans un second temps, c'était pour apprendre davantage sur les outils, parce que au fur et à mesure de me former sur différents outils, j'ai été passionnée de me rendre compte que chaque outil rejoignait le message d'un autre outil, et qu'en fait tout ce qu'on disait entre guillemets qui était perché, qui était un peu fruit de l'imagination, si je peux dire, qu'on peut entendre parfois à l'extérieur, je me disais mais comment c'est possible que ce soit en effet genre quelque chose qui n'existe pas vraiment, ou qui soit le fruit de mon imagination, quand je me forme en soins énergétiques qu'on me dit ça, quand ensuite je vais me former en lithothérapie qu'on me dit ça, que je vais me former en ayurveda qu'on me dit ça, que je vais me former en astro qu'on me dit ça, et que tous les discours se rejoignent. Et en fait je commençais à développer une sorte de fascination sur le côté invisible, sur ce qui se jouait au-delà de ce qu'on nous apprend à l'école, et sur cette déconstruction de croyances et reconstruction de nouvelles croyances. Et ça a aussi été un très gros leitmotiv pour moi de continuer à me former, parce que j'étais très curieuse en fait de tout cet univers-là, et de me rendre compte que tout correspondait, et que tout en fait se ricochait les uns les autres. Et ensuite au fur et à mesure, j'ai aussi voulu continuer à me former pour déployer ma propre magie, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu te formes, au fur et à mesure que tu découvres des outils, tu te rends compte que généralement tu commences avec quelque chose qui va être très protocolaire, et qu'au fur et à mesure tu découvres ta patte, tu découvres ta manière finalement de faire les soins, et tu découvres un peu ta singularité par rapport à ça. Par exemple, moi je sais que j'ai du chamanisme dans tout ce que je fais, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde, et c'est quelque chose pour moi qui est très naturel et qui n'est pas non plus forcément le cas pour tout le monde. Et principalement moi le chamanisme, au niveau de tout ce qui va être bannissement et dégagement, ça m'arrive très très souvent d'en faire à des moments où je suis pas censée en faire, et où c'est pas censé être le point d'une pratique. Par exemple, je prends l'exemple des constellations familiales, où la dernière formation que je me suis formée, toutes les constellations familiales que j'ai fait durant la formation, et toute la grosse majorité des constellations familiales, je dirais 90% que je fais depuis que je suis formée, je fais pratiquement que du dégagement,
que du bannissement, donc de trucs assez lourds, assez dark, hein, mais parce que j'ai ce côté chamanisme et du coup à chaque fois je m'incarne en animal, enfin je m'incarne en animal, je prends la médecine de cet animal, je rentre en transe avec cet animal, avec le tambour, dans la constelle pour faire ce soin. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément. Tout ça pour dire que du coup, tu peux en effet avoir envie de te former sans forcément avoir envie d'en faire ton métier. Parce que tu as envie de encore plus te connaître et d'aller fouiller ce qui se passe à l'intérieur de toi, ou parce que tout simplement c'est de la curiosité et tu as envie de comprendre comment fonctionnent les soins, comment fonctionnent les outils, comment tout ça s'imbrique les uns les autres dans cet univers un peu subtil et invisible, ou tout simplement parce que tu as envie toi de développer ta propre méthode de soins pour pouvoir peut-être t'auto-soigner ou pour pouvoir juste faire des soins à ton entourage. Donc on n'est pas obligé de se former pour devenir thérapeute. Ça, c'est du coup le premier truc, parce que moi j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis lancée, je mets des guillemets quand je dis ça, parce que c'est pas moi qui me suis lancée vraiment, c'est justement j'ai commencé à faire des soins à des copines, j'ai commencé à faire des soins à des personnes de ma famille, on a commencé à me proposer de venir faire des soins, mais moi à cette époque-là, je cherchais pas spécialement à en faire mon métier, c'était même pas quelque chose auquel je pensais, tu vois, c'est à la base, moi le fait de rentrer dans l'énergétique et de me former, c'était très égoïste, hein, c'était vraiment que pour ma pomme, que pour ma poire, que pour apprendre moi à mieux me connaître et à travailler sur moi et à découvrir tout ce monde que je trouvais fabuleux. Et au fur et à mesure, les gens sont venus sur moi pour pouvoir du coup que je fasse des soins. Donc j'ai commencé à faire des soins par troc. Ensuite par donation, parce que je me sentais pas du tout légitime de demander un tarif, et aussi parce que pour moi c'était pas du tout mon métier, et aussi parce que j'osais pas me lancer. À cette époque-là, j'étais coach sportive, et pour moi mon métier c'était coach sportif. Pour autant, je donnais des cours le matin, le midi et les soirs, et les après-midi, entre guillemets, comme c'était libre, j'avais régulièrement des personnes qui venaient pour que je puisse leur faire des soins, tu vois, donc c'était quand même une activité secondaire, mais que moi je reconnaissais pas comme étant une activité secondaire parce que je me sentais pas légitime. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, c'est notamment à cette époque-là que j'enchaînais les extinctions de voix, tout simplement parce que je pense que je n'osais pas exprimer cette partie de moi qui était là, qui était présente et qui était de plus en plus intense, qui était de plus en plus qui avait tout simplement envie de se faire entendre et qui avait tout simplement envie de prendre sa place et qui avait tout simplement envie de plus se sentir illégitime. Donc le fait de se former aussi, ça peut être intéressant pour les personnes qui sentent qu'elles ont envie de devenir thérapeute, mais qui en effet ont des freins. Et là on va trouver plusieurs freins. Par exemple, moi dans mon cas, c'était le frein de me sentir illégitime. Et c'est pour ça aussi, alors que c'est aussi l'une des raisons qui fait que j'ai fait autant de formations, au-delà du fait que ça me passionnait, que j'adorais venir fouiller à l'intérieur de moi et que au plus je prenais des outils différents pour fouiller, au plus soit ça correspondait avec ce que j'avais vu avec un autre outil, soit ça me permettait d'aller encore plus loin. Et il y avait aussi quand même ce côté, on va pas se mentir, hein, que j'avais toujours l'impression de ne pas avoir assez d'outils pour me sentir légitime à faire des soins sur les gens, que j'avais l'impression de ne pas avoir assez de pratique pour me sentir légitime à devenir thérapeute, même si encore une fois consciemment du moins c'était pas mon but, mais peut-être qu'inconsciemment il y avait quand même un côté de moi qui avait envie d'être reconnu comme ça, et je pense que c'était le cas, sinon j'aurais pas eu autant par exemple d'extinction de voix, enfin j'aurais pas eu autant de dérèglement, on va dire, énergétique et physique si je me serais assumée tout de suite. Donc je pense qu'inconsciemment il y avait une partie de moi qui voulait faire ça, tu vois, mais que dû à ma sensation d'imposteur, je n'osais pas le verbaliser en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant du mal à se lancer? Donc il y a tout le côté où je pense que je vais te consacrer un épisode entier là-dessus, sur la peur justement la peur de l'échec, la peur de comment on va être perçu, la peur de prendre sa place. Voilà, on va en parler en long, en large et en travers de tout ça, hein. Mais il y a aussi, à mon sens, ce qui fait que des fois on a peur de se lancer, c'est l'impression justement de ne pas avoir fait assez.
de ne pas avoir assez les outils en main, de ne pas avoir assez pratiqué, de ne pas avoir assez confiance en soi, d'avoir toujours l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il manque un outil, qu'il manque the truc qui va faire que tu seras toujours sûr de tes ressentis, qui va faire que tu seras toujours sûr de ce que tu fais dans tes soins, qui va faire que tu seras toujours sûr que tu pourras gérer la situation, peu importe la personne qui vient te voir avec sa problématique. Bref, et en fait ça vient beaucoup avec la pratique, ça vient beaucoup justement avec l'expérience, et ça vient beaucoup aussi au fur et à mesure avec le fait d'oser prendre sa place, d'oser se lancer et d'avoir des retours des personnes que tu vas soigner, que tu vas justement accompagner. Mais c'est vrai que moi, ce que je reproche un peu dans une grande partie des formations, c'est que quand on veut devenir thérapeute, c'est potentiellement très souvent sur un week-end qu'on t'apprend une technique de soin et qu'après on te dit allez en avant Guingamp, c'est parti, vas-y, vole de tes propres ailes. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de personnes, ça je vous l'ai déjà exprimé, mais beaucoup de personnes qui étaient avec moi en formation sur divers outils et qui finalement se sont jamais lancées, ou qui étaient déjà thérapeutes mais qui n'ont jamais utilisé cet outil parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise dans l'outil. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de comment aussi est-ce que le flambeau, on va dire, de la méthode, le flambeau des connaissances est donné, et de comment est-ce que tu t'appropries la technique, comment est-ce que tu la peaufines pour approfondir justement tes ressentis. Par exemple, moi je sais qu'au tout début, quand j'étais pas thérapeute entre guillemets officielle et que je faisais des soins à qui veulent me le demander, j'avais vraiment cette notion de manque de confiance aussi en moi, en mes ressentis, et ça m'arrivait souvent de rester bloquée dans un soin sur un endroit par exemple du corps, parce que en clairaudience j'entendais des choses et que je trouvais que c'était trop soit perché, soit trop dur. Je me souviendrai toujours d'un de mes premiers soins, c'était justement une femme que je ne connaissais pas, c'était Ronelle, que vous connaissez, qui a déjà fait des podcasts avec moi, qui m'avait invité à un événement qu'elle organisait. Et du coup je faisais des soins énergétiques lors de cet événement, et donc j'étais dans ma pièce entre guillemets, et donc c'était sur donation, et il y a une dame que je ne connais pas qui vient me voir pour un soin énergétique. Donc moi je débutais, donc je lui demande de s'asseoir, je me connecte, puis bim, j'y vais, soin énergétique intuitif, et là mes mains bloquent sur son ventre et j'entends l'information fausse couche, et en boucle, fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Et là je me suis dit ok, est-ce qu'elle a fait une fausse couche? Est-ce qu'elle va faire une fausse couche? Ou est-ce qu'elle a fait une fausse couche? En fait, je n'arrivais pas à temporaliser l'information que j'avais en clairaudience, si c'était présent, passé, futur. Et je me dis, si je lui sors ça brut de décoffrage et que elle vient juste de faire la fausse couche et qu'elle se met à pleurer parce que trauma, je sais pas gérer, j'ai pas les clés pour gérer ça, donc je savais pas comment faire. Si elle l'a fait il y a longtemps, et qu'il faut faire passer le bébé et que c'est ok, peut-être, tu vois, mais c'était entre guillemets, c'était une option sur 3, parce que si elle va en faire une, j'ai pas envie de la mettre en PLS et de lui annoncer un truc comme ça, quoi. Et il s'avère que je pense que je suis restée bloquée sur ce ventre. Ça m'a paru long. Alors je vais pas savoir vous dire combien de minutes, mais ça m'a paru très long parce que je bougeais plus, parce qu'en fait j'avais plus d'autres infos qui venaient. Et en fait j'ai bien compris que si je voulais avancer, j'étais obligée de lui dire, quoi. Donc je lui ai dit, et c'est avéré qu'elle en avait fait une il y a quelques mois, et qu'en fait il fallait vraiment travailler là-dessus, quoi. Donc c'était juste, tu vois, mais n'empêche qu'à cette époque-là, je sais que si j'osais pas notamment me lancer, c'est notamment parce que j'avais pas confiance en toutes ces choses-là. Parce que c'était encore tout nouveau pour moi, et parce que j'avais pas, je pense, assez été encadrée ou assez pratiquée. Et toujours est-il que, justement, je me suis dit après, ok, va falloir apprendre à faire confiance en fait à tes ressentis, parce que là, par exemple, ça a été juste, tu vois. Donc c'est comment est-ce que après, quand on se forme, on travaille ce sentiment de pas être assez, de ne pas être prêt. Comment est-ce qu'on fait pour justement avancer et pouvoir trouver sa méthode de thérapeute, tout en ayant confiance en soi et tout en ayant tout simplement tout ce qu'on apprend qui se diffuse à l'intérieur de soi et qui nous permet de prendre notre place et d'oser concrètement assumer ce côté-là et se lancer.
Et puis après, comme je te l'ai dit, hein, une fois que tu as passé ce cap-là, tu peux aussi être tout simplement dans cette phase où du coup tu es lancé, tu as plein d'outils à ton actif, mais tu as tout simplement envie de rajouter un outil. Et ça, c'est aussi hyper important pour moi en tant que thérapeute, vous savez bien, de vous dire, si vous avez envie d'être thérapeute ou que vous êtes déjà thérapeute, de continuer à travailler sur soi. On en parlera, hein, comme je te l'ai dit, pour moi, de ce qui est vraiment important de faire quand on est thérapeute, mais ça, c'est primordial, et de continuer à se former. Parce qu'encore une fois, je trouve, en tout cas, c'est mon prisme à moi, je conçois que c'est pas forcément la vérité de tout le monde, mais que pour moi, se former déjà, c'est hyper important pour, comme je te dis, pour continuer à travailler sur soi de manière intensive avec un outil. Je trouve que c'est aussi hyper important à faire pour tout simplement travailler sa curiosité, voir les nouveaux outils, les nouveaux axes que l'on peut prendre. Bon, ça, encore une fois, c'est très propre à moi. Et surtout, moi, ce que j'aime énormément dans le fait d'apprendre des nouveaux outils, c'est que on peut s'adapter aux personnes qui viennent nous voir. Par exemple, moi, je sais que des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont ouvertes justement à tout ce qui est énergétique, mais qui n'ont pas forcément de ressenti, et que du coup pour eux faire un soin énergétique ça va leur paraître un peu flou, ou du moins ils vont entendre ce que je vais dire, mais s'ils vont avoir un côté frustré parce qu'ils vont pas ressentir des choses et ils vont pas avoir des choses, voilà. Donc il y a des personnes que ça dérange pas du tout et du coup c'est ok, mais il y a des personnes vraiment que ça peut frustrer, ou alors qu'ils ont un mental vraiment très présent et que du coup quelque part le mental m'empêche de pouvoir les emmener en visualisation et tout ça. Donc du coup je vais prendre d'autres outils, comme par exemple justement le yoga, comme les constellations familiales, comme le coaching. En fait, le fait, à mon sens, d'avoir plusieurs outils, ça permet vraiment de pouvoir aussi, suivant la thématique de la personne, suivant aussi là où elle en est, pouvoir l'accompagner en globalité. Le fait aussi, pour moi, à mon sens, d'avoir plusieurs outils, c'est que quand j'accompagne quelqu'un en élévation, donc c'est-à-dire vraiment avec un accompagnement de 6 séances ensemble, ça me permet, grâce à ces différents outils, de travailler une thématique avec la personne, mais en travaillant sur tous ses corps. C'est-à-dire que je vais utiliser les soins énergétiques intuitifs pour justement les corps énergétiques et émotionnels. J'ai utilisé le coaching pour le corps, on va dire pour tout ce qui est conscient. J'ai utilisé les états de conscience modifiés pour tout ce qui est inconscient. J'ai utilisé le yoga, les voyages sonores, l'hypnose pour tout ce qui va être le corps physique par exemple. Voilà, ça va me permettre en fait de pouvoir utiliser plusieurs outils pour venir traiter la thématique en globalité, parce que souvent ce que j'aime dire, c'est comme si que quand vous venez me voir, vous étiez une rose et que votre problématique, elle a impacté fortement une pétale de la rose. C'est-à-dire que tu vas venir me voir en me disant « Christelle, j'ai ce tel ou tel trauma et je sens que ça a vraiment un impact, par exemple, sur mon corps physique parce que j'ai des douleurs, là. » Donc ça veut dire que demain, grâce aux différentes formations que j'ai fait, aux différents outils que j'ai appris, je suis en mesure de travailler sur pourquoi tu es venu me voir, donc c'est-à-dire pour apaiser les douleurs physiques au niveau des chakras par exemple, au niveau du corps avec le yoga et tout, mais en même temps de venir travailler toute la partie du système nerveux, toute la partie émotionnelle, toute la partie énergétique avec d'autres outils, ce qui permet en fait tout simplement à cette thématique d'être vraiment traitée en globalité et de ne pas repoper d'une autre manière ou de ne pas être toujours là un peu en sourdine parce qu'elle a impacté d'autres pétales de la rose. Et ça, il y a qu'en ouvrant la rose qu'on peut se rendre compte que en fait même si tu pensais qu'il y avait qu'une pétale qui était fortement impactée, et ben non, il y a d'autres pétales qui le sont aussi. Et pour moi se former c'est hyper important pour ça aussi, c'est le fait justement de pouvoir, si vous avez envie bien sûr, mais de pouvoir vous adapter à toutes les personnes qui viennent te voir, de pouvoir t'adapter à toutes les thématiques qu'on vient te voir. Et aussi de pouvoir suivre tes envies. Moi, il y a des fois, je sais qu'il va y avoir par exemple telle personne ou telle thématique avec laquelle je peux prendre par exemple plusieurs outils parce que c'est carrément ok. Du coup, je vais plutôt suivre mes envies, oui, moi. Si j'ai pas envie de faire tel outil, je vais dire vas-y, je vais faire ça avec tel outil. Ça change un peu, je le fais pas souvent, ça aura autant le même impact. Voilà, ça permet aussi, en tout cas pour moi, de sortir un peu d'une routine qui me permet, que je trouve que c'est intéressant de pouvoir sortir de cette routine-là. Et c'est toujours aussi à mon sens aussi faire des formations, même s'il y a des choses qui vont être répétées, même s'il y a des choses qui vont être vues. Pour moi, et ça c'est mon côté curieuse encore qui ressent, moi j'adore justement aller toujours plus loin, apprendre toujours plus et surtout
apprendre les choses d'une manière différente. C'est-à-dire que même si tu as déjà des clés qui t'ont été données, le fait d'être accompagné d'un autre enseignant qui va te parler avec ses propres mots, d'une autre façon, de tel outil ou de telle méthode, moi je trouve que c'est super important d'avoir différents points de vue, que c'est hyper enrichissant. Donc voilà un peu pour moi les différentes étapes dans lesquelles on passe lorsqu'on a envie de se former, et c'est pour te montrer aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir envie de se former pour devenir thérapeute, qu'on n'est pas obligé d'avoir envie de se former juste parce qu'on veut se lancer, et qu'on n'est pas obligé de se former en un outil parce qu'on est déjà thérapeute, et qu'en fait les 3 cas de figure, et il peut y avoir tout plein de cas de figure, parce que là je me suis focus sur ces 3 cas de figure là parce que c'est aussi par moi ce que moi je suis passée par étapes. En fait la formation à mon sens est toujours hyper enrichissante et toujours hyper instructif, peu importe où tu en es, et peu importe justement ce en quoi tu veux en faire. En fait tu es légitime à te former si tu sens que ça t'appelle, et si tu sens justement que dans tous les cas ça aura un impact sur toi en fait. Peu importe où tu en es, j'ai envie de dire, dans ton processus, peu importe si tu as envie de te lancer ou pas, si tu as envie de faire ton métier ou pas. Moi je trouve que la formation c'est vraiment aussi une super technique pour travailler sur soi et pour ouvrir aussi sa conscience, ouvrir aussi tout le champ des possibles, apprendre de nouvelles choses. Enfin voilà, moi j'adore après me former, hein, donc voilà. Je serais très curieuse de savoir où est-ce que tu en es justement, si tu as envie de te former ou pas, à tout ce qui est énergétique, à tout ce qui est invisible. Si tu aurais envie de te former, pourquoi ? Donc pareil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à venir me voir en message privé sur Instagram pour me le dire. Il y en a plusieurs d'entre vous la semaine dernière qui sont venus me voir en MP pour pouvoir me rebondir sur ce que je vous ai dit en podcast, et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai moins l'impression de parler seule. Donc viens me voir sur Instagram, donc c'est Christelle Célis, ma vie de sorcière, pour pouvoir me parler des podcasts. Et demain du coup je te parlerai justement de pourquoi est-ce qu'on n'ose pas se lancer, pourquoi est-ce qu'on peut ressentir la peur de l'échec, la peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, la peur de ne pas trouver de clients, la peur de ne pas pouvoir prendre sa place, la peur de la concurrence. Voilà, hein, toutes ces choses-là que la société aussi nous donne comme bagage. On parlera de tout ça demain, donc je te dis à demain pour te retrouver très vite. J'espère que cet épisode t'aura plu et merci pour ton écoute.